Je m'appelle Robert, j'ai 35 ans, et j'ai trouvé une poudre rose sur le biberon de mon bébé, une poudre qui a failli le tuer. Avant de vous raconter comment j'ai envoyé mon propre frère et sa petite amie en prison pour ce qu'ils ont fait à mon fils, dites-moi d'où vous suivez cette histoire dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où mon récit peut voyager. C'était un mardi de novembre. La pluie tombait fort à Seattle, ce genre de bruine grise et incessante qui vous pénètre jusqu'aux os. Je conduisais ma Porsche Macan, serrant le volant un peu trop fort, essayant de naviguer à travers les embouteillages de l'heure de pointe pour arriver à la crèche. Mon fils Léo avait 8 mois. Depuis que ma femme est décédée en accouchant, Léo est devenu mon univers tout entier. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin, la raison pour laquelle je travaille 80 heures par semaine en tant qu'ingénieur logiciel, et la raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondré. Mais dernièrement, Léo n'était pas lui-même. Depuis une semaine, à chaque fois que je le récupérais au centre Little Angel, un endroit recommandé spécifiquement par ma mère parce que la petite amie de mon frère, Mélissa, y travaillait, Léo était complètement éteint. Pas juste en train de faire la sieste, il était plongé dans un sommeil lourd, presque surnaturel. Je suis entré dans le parking, les essuie-glaces claquant contre le pare-brise. Je suis entré en courant, secouant la pluie. Le centre était chaud, sentant la poudre pour bébé et le désinfectant. Mélissa était là, assise dans le fauteuil à bascule, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et a décoché ce sourire mielleux qui ne semblait jamais atteindre ses yeux. Elle avait 28 ans, jolie de manière conventionnelle, mais il y avait toujours quelque chose de tranchant chez elle, quelque chose de cassant. « Et, Robert » a-t-elle dit, sa voix au perché. « Chut, le petit gars dort comme une souche. Il a été un vrai ange aujourd'hui. » Léo était dans le berceau à côté d'elle. Il était enveloppé étroitement dans une couverture bleue, sa poitrine se soulevant et s'abaissant selon un rythme lent et lourd. « Il dort encore ?» ai-je demandé en fronçant les sourcils. « Il a dormi 12 heures la nuit dernière. Il ne devrait pas être aussi fatigué. » Mélissa a agité la main avec désinvolture. « Poussée de croissance ? Probablement. Ou peut-être qu'il combat un rhume. Tu t'inquiètes trop, Rob. Sérieusement, tu as l'air d'une épave. Tu as besoin de te détendre. » Elle a pris Léo et me l'a tendu. Il était un poids mort dans mes bras. D'habitude, quand je le prends, il remue, ouvre peut-être un œil ou fait ce petit grognement que j'adore. Aujourd'hui, rien. Sa tête a basculé en arrière contre mon épaule comme une poupée de chiffon. « Merci, Mélissa » ai-je marmonné. « Je voulais juste le ramener à la maison. »« Dis bonjour à Kevin pour moi si tu le vois » a-t-elle lancé alors que je me dirigeais vers la porte. Kevin est mon frère aîné, l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. J'ai toujours été le mouton noir, le têtu, celui qui a refusé de rejoindre l'entreprise immobilière familiale pour tracer sa propre voie dans la tech. Le trajet du retour était calme, trop calme. D'habitude, Léo se réveille quand la voiture s'arrête au feu rouge. Il déteste les arrêts fréquents. Mais aujourd'hui, silence. Une fois à l'intérieur de la maison, je l'ai couché dans son berceau. J'ai allumé la lampe tamisée et j'ai commencé à défaire sa couverture pour changer sa couche. C'est là que je l'ai vu. Sa peau semblait pâle, pas juste claire, mais cireuse. Un œuf froid de peur s'est serré dans mon estomac. « Léo » ai-je chuchoté. J'ai touché sa joue. Elle était fraîche. J'ai secoué doucement son épaule. « Et, mon grand, c'est l'heure de se réveiller. Papa est là. » Pas de réponse. Son bras est retombé mollement sur le matelas. La panique, froide et aiguë, a transpercé ma poitrine. Je l'ai secoué plus fort. « Léo, Léo, réveille-toi. » Rien. J'ai collé mon oreille contre sa poitrine. Son rythme cardiaque était là, mais il était lent. Terriblement lent. Boum, boum, boum. J'ai couru à la cuisine pour attraper son biberon dans le sac à langer, pensant que l'odeur du lait le réveillerait peut-être. Il y avait à peine touché à la crèche, selon le carnet de bord. J'ai dévissé le capuchon pour le laver, mes mains tremblant. C'est là que j'ai vu le résidu autour du rebord de la tétine et légèrement aggloméré au fond du lait restant. Il y avait une légère boue rosâtre. Ce n'était pas des grumeaux de lait en poudre. Le lait en poudre est blanc jaunâtre. C'était distinct. Cela ressemblait à des bonbons écrasés. J'ai trempé mon doigt dans la boue et je l'ai porté à ma langue.
L'amertume a explosé dans ma bouche, une amertume chimique et anesthésiante que j'ai reconnue instantanément pour avoir moi-même souffert d'allergies sévères. Ça avait le goût du Benadryl, mais concentré. Mon cœur s'est arrêté. Puis il a martelé contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai regardé vers le salon où mon fils gisait inconscient. J'ai attrapé Léo, sans m'embêter avec le siège auto, le serrant simplement contre ma poitrine, et j'ai couru sous la pluie. J'ai conduit aux urgences comme un fou. Je me fichais des limites de vitesse. Je me fichais des feux rouges. Je gardais juste une main sur le volant et l'autre sur la poitrine de Léo, cherchant ce rythme lent et sourd, priant un Dieu à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ne le prends pas. Tu as pris sa mère. Ne le prends pas. J'ai franchi les portes des urgences, trempé et hurlant. Mon fils, il ne se réveille pas. Aidez-moi. Les infirmières nous ont encerclés. Elles l'ont pris de mes bras. Ce moment où votre enfant est emmené derrière des doubles portes, et où vous restez debout sous la lumière fluorescente crue avec les mains vides, est le sentiment le plus impuissant qu'un homme puisse endurer. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente pendant 1 heure. Ça a semblé durer une décennie. J'ai appelé mon frère Kevin. Il n'a pas répondu. J'ai appelé ma mère. Robert, a-t-elle répondu, sa voix semblant agacée. On vient juste de s'asseoir pour dîner avec Kevin. Est-ce que tout va bien? Léo est aux urgences, ai-je réussi à dire, la gorge serrée. Il ne se réveille pas. Je pense. Je pense qu'il y avait des médicaments dans son biberon. Il y a eu une pause. Des médicaments? De quoi parles-tu? Tu as probablement juste mal mélangé son lait. Tu sais que tu es toujours si tête en l'air. Maman, j'ai trouvé de la poudre rose. Ça avait le goût du Benadryl. Robert, arrête d'être dramatique, a-t-elle claqué. Mélissa adore ce bébé. Elle ne lui donnerait rien. Tu es probablement juste fatigué et tu imagines des choses. Ne fais pas une scène et ne nous embarrasse pas, elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone, l'incrédulité m'envahissant. Mon fils était potentiellement en train de mourir, et sa préoccupation était que je puisse embarrasser la famille. Un médecin en tenue bleue est sorti. Son visage était sombre. M. Hawthorne? Je me suis précipité vers lui. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que Léo va bien? Il est stable, a dit le médecin, et mes jambes ont failli céder de soulagement. Mais c'était moins une. Nous avons pompé son estomac. Nous avons fait un dépistage toxicologique. Le médecin a baissé la voix, s'approchant plus près. Votre fils avait une quantité massive de diphénhydramine dans son système, du Benadryl ainsi que des niveaux élevés de mélatonine. Pour un nourrisson de 8 mois, le dosage était suffisant pour supprimer son système respiratoire. Si vous l'aviez mis au lit pour la nuit, il aurait probablement cessé de respirer dans son sommeil. La pièce a tourné. Cessez de respirer. Lui avez-vous donné des médicaments aujourd'hui, monsieur Hawthorne? A demandé le médecin, ses yeux scrutant les miens avec suspicion. Je connaissais le protocole. Il devait suspecter les parents en premier. Non, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Non, je l'ai récupéré à la crèche il y a 2 heures. Il était comme ça quand je l'ai eu. Le médecin a hoché la tête lentement. Nous sommes tenus de déposer un rapport auprès des services de protection de l'enfance lorsqu'un nourrisson arrive avec une overdose. La police a été informée. Bien, ai-je dit, serrant les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Bien, parce que quelqu'un a essayé de tuer mon fils. Je suis retourné dans la chambre où Léo était allongé. Il était relié à des moniteurs, une petite intraveineuse dans son bras potelé. Il avait l'air si petit, si fragile. Je me suis assis à son chevet et j'ai tenu sa main. J'ai pensé au sourire de Mélissa. Il a été un vrai ange aujourd'hui. J'ai pensé à la poudre rose. Et puis j'ai pensé à la semaine dernière, la somnolence, la façon dont Léo dormait 12, 14 heures par jour, la façon dont il avait arrêté de babiller. Il n'avait pas fait ça juste aujourd'hui. Il faisait ça depuis des jours, peut-être des semaines. Un officier de police est arrivé 1 heure plus tard. L'officier Miller, un homme à l'air fatigué avec un carnet. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré le biberon, que j'avais apporté avec moi dans un sac Ziploc. Nous allons tester ça, a dit Miller. Mais monsieur Hawthorne, prouver qui a mis ça dedans est difficile. C'est sa parole contre la vôtre.
La crèche prétendra que vous l'avez fait après votre départ. À moins que vous n'ayez des preuves, une arrestation est peu probable ce soir. Des preuves. J'ai ri. Un son dur, haché. La preuve est dans le sang de mon fils. Nous devons prouver l'intention et l'opportunité, a dit Miller en s'excusant. Nous allons enquêter, mais ne placez pas trop d'espoir dans une résolution rapide. J'ai regardé Léo. Le moniteur bipait régulièrement. Ma famille n'est pas venue à l'hôpital. Pas Kevin. Pas mes parents. Cette nuit-là, dormant dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital, j'ai réalisé quelque chose. Si la police ne pouvait pas les attraper et que ma famille ne me croyait pas, j'étais seul. Le système exige des preuves. Des preuves solides, indéniables. J'ai regardé mon fils endormi et j'ai fait un serment. Je n'allais pas seulement obtenir des preuves. J'allais les détruire. J'allais m'assurer que tout ce qu'ils valorisaient le plus, leur réputation, leur argent, leur liberté, leur soit retiré, couche par couche. Le lendemain matin, le médecin a autorisé la sortie de Léo mais m'a conseillé de le garder à la maison quelques jours. Non, ai-je pensé. Si je le garde à la maison, ils sauront que je sais. Je devais jouer le jeu. Je devais renvoyer mon fils dans la fosse au lion une dernière fois. Mais cette fois, le lion ne serait pas le seul à regarder. Le lendemain matin, j'ai porté Léo hors de l'hôpital. L'air était vif. La pluie avait cessé, mais la tempête à l'intérieur de moi ne faisait que commencer. Je l'ai attaché dans son siège auto. Il était réveillé maintenant, mais groggy. Ses yeux ne suivaient pas les mouettes volant au-dessus de nous comme il le faisait d'habitude. Il les récupérait, mais les médicaments étaient encore dans son système. Mon téléphone a vibré. C'était Kevin. Et, Rob, sa voix était décontractée. Trop décontractée. Maman a dit que tu as pété les plombs hier soir. Tout va bien? J'ai serré le téléphone fort. Je voulais lui hurler dessus. Je voulais aller chez lui et lui casser la figure, mais je me suis souvenu des mots de l'officier de police. Preuve. Ouais, ai-je menti, forçant ma voix à rester stable. Le médecin a dit que c'était juste un virus viral. Il était déshydraté. J'ai peut-être surréagi à propos de l'histoire des médicaments. J'étais juste fatigué. Tu vois. Kevin a ri. Un son suffisant, arrogant. J'ai dit à maman que tu perdais la tête. Tu as besoin de tirer un coup, mec. Être un père célibataire te rend paranoïaque. Bref, amène Léo au centre aujourd'hui. Mélissa était morte d'inquiétude quand elle a entendu que tu es allé aux urgences. Ah bon, ai-je demandé, le testant. Ouais, elle a pleuré toute la nuit. Elle aime ce gosse comme le sien. Ne sois pas ingrat, Rob. D'accord, ai-je dit. Je le déposerai. J'ai raccroché et j'ai eu envie de vomir. Ingrat. Je ne suis pas allé directement à la crèche. Au lieu de cela, je suis allé dans un magasin d'espionnage au centre-ville de Seattle. J'ai dépensé $600 pour 2 articles. Le premier était une caméra bouton minuscule, noire, conçue pour ressembler exactement au bouton en plastique du manteau d'un tout petit. Je l'ai cousu moi-même sur la veste en jean préférée de Léo, directement sur le parking. Le second était un traceur GPS avec un dispositif d'écoute que j'ai glissé dans la doublure de son sac à couche. J'ai conduit jusqu'à Little Angels. Mon cœur martelait si fort que je pensais qu'il allait me fêler une côte. Quand je suis entré, Mélissa était là. Elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras. J'ai tressailli mais je l'ai laissé faire. Oh mon Dieu, Robert. Est-ce qu'il va bien? Ses yeux étaient écarquillés, remplis d'une fausse inquiétude. Il va bien, ai-je dit, gardant mon visage impassible. Les médecins ont dit que c'était un virus. Il est encore un peu endormi, alors laissez-le simplement se reposer. Bien sûr, a-t-elle roucoulé, touchant la joue de Léo. Tante Mélissa prendra soin de toi, chérie. Le laisser là a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Chaque instinct de mon corps me criait de le prendre et de courir. Mais j'avais besoin de la vidéo. J'avais besoin qu'il le fasse une fois de plus devant la caméra. C'était un pari avec la santé de mon fils, mais je connaissais le schéma maintenant. Il le faisait quand il pleurait. Si je le récupérais tôt, juste après le déjeuner, je pourrais saisir l'acte mais l'emmener à l'hôpital avant que les médicaments ne soient complètement absorbés.
Je me suis assis dans ma voiture sur le parking à 2 pâtés de maison de là. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone connecté au dispositif d'écoute. Silence pendant un moment, puis les sons de bébé qui babillent. Puis, environ 2 heures plus tard, j'ai entendu Léo commencer à s'agiter. C'était son pleur de faim. Oh, la ferme, a sifflé une voix. C'était Mélissa. La douceur avait disparu. Sa voix était gutturale, agacée. Dieu, qu'il est ennuyeux. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. Puis une autre voix, une voix masculine. Il recommence encore. C'était Kevin, mon frère. Pourquoi était-il là? Il travaillait dans l'immobilier. Son bureau était à 15 kilomètres. Ouais, c'est plainte Mélissa. Il pleurniche depuis 10 minutes. J'ai la tête qui va exploser, Kev. Je ne peux pas gérer ça aujourd'hui. Donne-lui juste le jus, a dit Kevin. Sa voix était froide. Indifférente. Maman vient pour l'inspection plus tard. On a besoin que la pièce soit calme. Je lui en ai donné hier et Robert a pété les plombs. Tu te souviens, a dit Mélissa. Robert est un idiot, s'est moqué Kevin. Il pense que c'est un virus. Donne-lui juste une double dose pour qu'il reste couché jusqu'à ce qu'il vienne le chercher. Je ne veux pas l'entendre hurler pendant que j'essaie de parler à maman. Très bien, maintiens ses mains. J'ai entendu une lutte, un cri étouffé de Léo, puis des bruits d'étouffement comme si un liquide était forcé dans une gorge. Avale-le, petit morveux, la voix de Mélissa. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai démarré la voiture. Je n'ai pas attendu que le flux vidéo se télécharge. J'en avais assez entendu. Mais je n'ai pas pris d'assaut la crèche. Pas encore. La police avait besoin du fichier vidéo pour traiter l'affaire. Si j'entrais maintenant, ce serait juste une agression. J'avais besoin que le fichier finisse de se télécharger sur le cloud. J'ai conduit chez mes parents à la place. C'était l'heure du déjeuner. Je savais qu'il serait là. Je suis entré sans frapper. Ma mère arrangeait des fleurs dans le couloir. Mon père lisait le Wall Street Journal. Robert a froncé les sourcils maman. Tu as l'air terrible. Tu as déposé Léo? Oui, ai-je dit, debout au milieu du hall. Je l'ai déposé. Bien, a-t-elle dit en coupant une tige de rose. Kevin passe au centre pour vérifier que tout va bien. C'est un si bon oncle. Tu devrais vraiment le remercier plus souvent. Il paie la moitié des frais de scolarité de Léo là-bas, tu sais. Je sais, ai-je dit. Maman, Léo a été drogué. Elle a arrêté de couper. Elle a posé les ciseaux à l'intérieur. Une longue expiration dramatique de martyr. Robert, on a parlé de ça. Tu es hystérique. Pourquoi es-tu si déterminé à tout gâcher? Kevin a enfin trouvé une fille gentille. Mélissa est parfaite pour lui. Elle vient d'une bonne famille et tu essaies de l'accuser de quoi? D'empoisonner un bébé? Elle lui donne du Benadryl et de la mélatonine pour le faire dormir parce qu'elle ne veut pas faire son travail, ai-je dit, ma voix s'élevant. Et Kevin est au courant. Surveille tonton, a dit mon père en baissant son journal. Tu parles à ta mère. Et ne calomnie pas ton frère. Kevin a pris ses responsabilités depuis la mort de ta femme. Il essaie de t'aider. M'aider? J'ai ri. Il traite mon fils de morveux. Il lui a dit de lui donner une double dose. Tu mens, a dit maman glacialement. Tu es jaloux. Tu as toujours été jaloux de Kevin parce qu'il sait comment gérer les affaires et la famille, et toi. Tu ne fais que causer des problèmes. Si tu continues avec ces accusations délirantes, Robert, nous devrons repenser le fonds fiduciaire familial. C'est une menace, ai-je demandé. Tu menaces mon héritage? Je menace ta garde, a-t-elle dit. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Si tu es instable, si tu imagines des crimes qui n'ont pas eu lieu, peut-être que tu n'es pas apte à élever Léo seul. Nous avons des avocats, Robert. Nous pourrions le prendre pour sa propre sécurité. Je l'ai fixé ma propre mère, debout dans son hall coûteux, menaçant de m'enlever mon fils parce que j'osais suggérer que son enfant chéri était un monstre. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait pas de famille ici. Il n'y avait qu'une entreprise et une image, et j'étais le passif. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement. Un calme étrange s'est installé en moi.
Le calme d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Je suis désolé. Je suis juste stressé. Je vais aller chercher Léo et m'excuser auprès de Mélissa. Elle a souri triomphalement. C'est bien mon garçon. Va t'excuser et amène-les à dîner ce week-end. On fera un bon repas de famille. Oh, on le fera, ai-je promis. On le fera certainement. Je suis sorti de cette maison en sachant que je n'y remettrai jamais les pieds en tant que fils. La prochaine fois que j'entrerai, ce serait en tant que bourreau. Je suis retourné à ma voiture. Le téléchargement était terminé. J'ai ouvert le fichier vidéo. L'angle de la caméra bouton était saccadé mais clair. J'ai vu le visage de Mélissa déformé par la rage. J'ai vu le biberon rempli de liquide violet. J'ai vu mon frère Kevin appuyé contre la table allongée, vérifiant sa montre pendant que mon fils s'étouffait avec les drogues. J'ai conduit à la crèche. Je ne suis pas entré en hurlant. Je suis entré calme et serein. Récupération anticipée, ai-je dit à la réceptionniste. Je suis allé dans la salle des nourrissons. Kevin était parti. Mélissa avait l'air surprise. Oh, déjà de retour? Ouais, ai-je dit. Je me suis dirigé vers le berceau. Léo dormait profondément endormi à nouveau. Je l'ai pris dans mes bras. Le médecin a appelé, il veut un dernier contrôle. D'accord, a-t-elle dit en souriant. Il a été un ange. Il a dormi tout le temps. Je parie que oui, ai-je dit. Je suis sorti. J'ai mis Léo dans la voiture. Je l'ai conduit directement à un laboratoire privé pour un test de follicule pileux. Le test sanguin montrait les drogues immédiates, mais un test capillaire montrerait un historique. Cela prouverait que cela se produisait depuis des semaines. Puis j'ai appelé un avocat. Pas l'avocat de la famille. Un requin que je connaissais de mes affaires dans la tech. J'ai besoin de ruiner quelqu'un, lui ai-je dit. J'ai des preuves vidéo de maltraitance d'enfants, de complot et de mise en danger, mais je ne veux pas juste les arrêter. Je veux réduire leur vie en cendres. Envoie-moi la vidéo, a-t-il dit. La guerre avait commencé, et il n'avait aucune idée qu'ils étaient déjà dans la ligne de mire. Les 3 jours suivants furent un flou de silence calculé. J'ai gardé Léo à la maison, disant à la crèche et à ma famille qu'il était toujours contagieux avec le virus. J'ai engagé une infirmière à la retraite contrôlée par mon avocat pour le surveiller dans mon appartement pendant que je travaillais sur la phase finale de mon plan. J'étais assis dans mon bureau à domicile, la lueur de 3 moniteurs illuminant la pièce sombre. Sur l'écran central se trouvaient les images. Je les avais regardées 20 fois. À chaque fois, une nouvelle vague de nausées me frappait. La caméra bouton avait tout capturé. Horodatage 13h14, Léo s'agite dans le transat. Mélissa est sur son téléphone, en train d'envoyer des textos. Elle lève les yeux, son visage se tordant en un ricanement. La ferme, crie-t-elle. Pas une voix sévère, un cri. Léo pleure plus fort, surpris. Horodatage 13h16, Kevin entre. Il porte son costume italien coûteux. Il regarde Léo avec un pur dégoût. Est-ce qu'il est encore cassé, demande Kevin. Il ne veut pas s'arrêter, pleurniche Mélissa. Elle lève les mains en l'air. Je n'en peux plus. Ma migraine revient. Kevin se dirige vers l'armoire à pharmacie. Elle n'est pas verrouillée. Violation numéro 1. Il sort une grande bouteille de Benadryl générique et un compte-gouttes. Tiens, dit Kevin. Fais-lui un cocktail. Horodatage 13h18, c'était la partie qui hantait mes cauchemars. Mélissa mélange la drogue dans le lait. Elle ne mesure pas. Elle injecte juste. Un compte-gouttes, 2 comptes-gouttes. Puis elle écrase une pilule blanche de la mélatonine et la saupoudre dedans. Elle se dirige vers Léo. Il repousse le biberon. Bois-le, siffle-t-elle. Elle lui pince le nez. Léo cherche de l'air et elle enfonce le biberon dans sa bouche. Il s'étouffe, postillonne, et est ensuite forcé d'avaler. Horodatage 13h30, Léo est inconscient. Mélissa le soulève par un bras, le laissant pendre comme un morceau de viande, et le laisse tomber dans le berceau. Enfin, dit Kevin. Il passe ses bras autour de la taille de Mélissa et l'embrasse dans le cou. Maintenant, on a un peu de temps. Verrouille la porte. J'ai mis la vidéo en pause. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli renverser ma tasse de café.
Il faisait l'amour dans la crèche pendant que mon fils gisait drogué dans un berceau à 1 mètre de là. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était de la dépravation. Mais l'enregistreur audio dans le sac avait capté autre chose. Quelque chose que je n'avais pas remarqué la première fois. Horodatage 14h. Audio seulement. Kevin, maman a appelé. Elle veut savoir si l'entraînement fonctionne. Mélissa, ouais, il s'endort plus vite maintenant, mais Rob devient méfiant. Kevin, maman a dit de continuer. Elle a dit que Robert était un pleurnichard quand il était gosse aussi, et qu'elle utilisait du whisky sur ses gencives. Elle a dit que Léo doit apprendre qui est le patron. Si Robert le découvre, maman s'occupera de lui. Elle a les papiers de la garde déjà rédigés au cas où. Je me suis figé. Elle a les papiers de la garde déjà rédigés au cas où. Ma mère ne faisait pas que les couvrir. Elle était l'architecte. C'était elle qui validait cet abus comme un entraînement, et elle planifiait activement de m'enlever mon fils si j'essayais de l'arrêter. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine, éteignant la dernière étincelle d'amour familial que j'avais pour l'un d'entre eux. C'étaient des monstres, tous autant qu'ils étaient. Mon téléphone a sonné. C'était le détective privé que j'avais engagé, Monsieur Vance. Robert, a dit Vance, sa voix rocailleuse. J'ai creusé dans l'historique d'emploi de Mélissa. Vous aviez raison. Ce n'est pas sa première fois. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Elle a travaillé dans une crèche à Portland il y a 3 ans. Tinito Learning Center. Elle a été virée pour écouter bien sa gestion inappropriée du sommeil. Aucune charge n'a été retenue parce que les parents ont signé un accord de non-divulgation en échange d'un règlement. Laissez-moi deviner, ai-je dit en serrant le téléphone. Qui a payé le règlement? Le chèque venait d'une LLC appelée Hawthorne Holdings, a dit Vance. L'entreprise de mon père. Mes parents savaient. Ils savaient qu'elle était dangereuse. Ils savaient qu'elle avait déjà fait ça. Et non seulement ils l'ont couvert pour protéger la petite amie de Kevin, mais ils l'ont mise dans une pièce avec mon fils. Envoyez-moi les documents, ai-je dit. Tout, Robert, a averti Vance. Ces gens sont puissants. Si vous allez voir la police avec juste ça, ils vous enterreront sous les frais juridiques. Ils vont déformer la vérité. Ils diront que la vidéo est truquée. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je ne vais pas encore voir la police. Je vais obtenir des aveux. Publics. Comment? Le 40e anniversaire de mariage de mes parents est ce samedi, ai-je dit. Ils organisent un immense gala au country club. Tout le monde sera là, le maire, les partenaires commerciaux, tout le cercle social auquel ils tiennent tant. Vous allez vous incruster? Non, ai-je dit en regardant l'invitation posée sur mon bureau papier cartonné crème, lettres dorées. La famille Hawthorne vous invite cordialement. Je vais porter un toast. J'ai passé les 2 jours suivants à faire du montage. Je ne voulais pas juste les images brutes. Je voulais une narration. J'ai assemblé la vidéo de l'abus avec l'audio de ma mère me traitant de paranoïaque. J'ai ajouté les documents que Vance m'avait envoyés, le chèque de règlement signé par mon père. J'ai créé un film de 5 minutes. Je l'ai intitulé « La famille en or ». Le vendredi soir, je suis allé sur les lieux, le prestigieux Emerald Heights Country Club. Je connaissais le gars de l'audiovisuel là-bas. On était allés au lycée ensemble. $100 et une histoire larmoyante sur un diaporama surprise pour mes parents ont suffi pour qu'ils me donnent accès au système de projection. J'ai téléchargé le fichier. Je l'ai testé. C'était clair comme de l'eau de roche. En sortant de la salle de bal vide, j'ai regardé les lustres, les tables rondes dressées avec de la porcelaine coûteuse, les arrangements floraux qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens. C'était une belle scène pour une exécution. Je suis rentré chez moi et j'ai serré Léo dans mes bras. Il était réveillé, ses yeux brillants. Les drogues quittaient enfin complètement son système. Il m'a souri, un sourire édenté et baveux, et a tendu la main vers mon nez. T'inquiète pas, mon grand, ai-je chuchoté dans ses cheveux doux. Papa va s'assurer que plus personne ne te fasse jamais de mal. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de Kevin. Kevin, assure-toi de porter un smoking demain. Et n'amène pas le bébé s'il est encore malade. On ne veut pas de pleurs pendant les discours. J'ai répondu, il sera là. Il va beaucoup mieux. Et ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que le discours soit inoubliable. J'ai fixé l'écran.
Inoubliable. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le sommeil d'un homme qui a vérifié son arme et l'a trouvée entièrement chargée. Le samedi soir est arrivé avec un calme trompeur. Le ciel était d'un violet meurtri au-dessus de Seattle. En m'habillant pour le gala, j'ai mis mon smoking, ajustant le nœud papillon dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mes yeux cernés, mais il y avait une dureté dans ma mâchoire que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai habillé Léo dans un costume miniature. Il était adorable, innocent, le contrepoids visuel parfait à l'horreur que j'étais sur le point de déchaîner. J'ai conduit la Porsche jusqu'au Country Club. Le service de voiturier était plein de Mercedes, de BMW et de Bentley. L'élite de la ville était là pour célébrer l'amour durable et l'héritage de John et Eleanor Hawthorne. En entrant dans la salle de bal avec Léo dans les bras, le bruit m'a frappé. Des rires, des tintements de verre, un groupe de jazz jouant des standards doux dans un coin. Ma mère m'a repéré instantanément. Elle a glissé vers moi, portant une robe argentée scintillante et des diamants qui pourraient nourrir une famille pendant un an. Robert, elle m'a fait la bise, faisant attention à ne pas tacher son maquillage. Tu es vraiment venu à l'heure. Et regarde Léo. Il est réveillé. Il va beaucoup mieux, ai-je dit, ma voix plate. Bien, a-t-elle dit en baissant la voix. Kevin et Melissa sont à la table d'honneur. S'il te plaît, Robert, comporte-toi bien ce soir. Pas de drame. Pas d'évocation de tes théories du complot. Cette soirée est importante pour les fusions d'entreprises de ton père. Je ne rêverai pas de gâcher l'ambiance, ai-je dit. J'ai en fait préparé un hommage vidéo spécial pour vous. Ses yeux se sont illuminés. Le narcissisme est un puissant aveuglant. Elle ne s'est pas demandé pourquoi son fils paranoïaque et éloigné ferait un hommage. Elle a seulement entendu hommage et a supposé que c'était un éloge. Oh, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des photos de nous des premiers jours? Il contient des images très révélatrices, ai-je dit. Je vais dire au coordinateur de te caser juste avant la coupe du gâteau, a-t-elle dit en me tapotant le bras. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi, Robert. Elle s'est éloignée. Je l'ai regardé partir, ressentant un étrange détachement. Je regardais un fantôme. Je me suis dirigé vers la table. Kevin était là, tenant un scotch. Melissa était à côté de lui, portant une robe rouge un peu trop serrée, riant bruyamment à quelque chose qu'un associé disait. Et, petit frère. Kevin a souri en coin. Il a tendu la main pour toucher la joue de Léo. J'ai tiré Léo en arrière brusquement. Ne le touche pas, la table est devenue silencieuse. Le sourire de Melissa a vacillé. Ouais, du calme, a ri Kevin, jouant la comédie pour les invités. Toujours en mode papa poule protecteur, hein. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Je me suis assis, plaçant Léo sur mes genoux. Le dîner a été servi. Filet mignon et homard. J'ai coupé ma viande mais je ne pouvais pas manger. Je les observais. Je regardais Melissa boire du vin, semblant détendue et heureuse. Je regardais mon père serrer des mains, jouant le patriarche bienveillant. Ils étaient si à l'aise, si sûrs de leur pouvoir. Ils pensaient être intouchables. J'ai vu le gars de l'audiovisuel me faire un pouce levé depuis la cabine. C'était presque l'heure. Les discours ont commencé. Le maire a parlé des contributions de mon père à la ville. Mon père a parlé de l'importance des valeurs familiales. La famille est le socle de la société, a tonné mon père dans le micro. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous protégeons les uns les autres. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Nous protéger les uns les autres. Comme ils ont protégé Melissa quand elle a abusé des enfants à Portland. Comme ils la protégeaient maintenant. Et maintenant ma mère annonçait, prenant le micro, mon plus jeune fils, Robert, a préparé une présentation vidéo spéciale pour nous. Robert? Applaudissements. Des applaudissements polis de golf. Je me suis levé. J'ai tendu Léo à la nounou que j'avais amenée avec moi, qui attendait près de la sortie. Emmenez-le à la voiture immédiatement après que j'ai commencé à parler, lui ai-je chuchoté. Ne vous arrêtez pour personne. Elle a hoché la tête et s'est éclipsée. Je suis monté sur le podium. Le projecteur m'a aveuglé une seconde. J'ai regardé la mer de visage. 200 des personnes les plus riches et les plus influentes de Seattle. Merci, maman, papa, ai-je dit. Ma voix était stable, amplifiée par les haut-parleurs.
40 ans, c'est long. On construit beaucoup de choses en 40 ans. Une entreprise, une réputation, un héritage. J'ai regardé directement Kevin et Melissa à la table d'honneur. Ils souriaient dans l'attente. Mais parfois, ai-je continué, ce qui se cache sous l'héritage est surprenant. Je voulais montrer à tout le monde le vrai visage de la famille Osborne. Le visage que vous ne voyez pas dans les magazines. J'ai fait signe à la cabine. Lancez-le. Les lumières se sont tamisées. L'écran de projection massive derrière moi s'est animé. La salle est devenue silencieuse, s'attendant à un montage de photos de mariage sur une musique sentimentale. Au lieu de cela, les images en noir et blanc horodatées de la crèche sont apparues. La première image à l'écran était indéniable. C'était un gros plan haute définition du visage de Melissa, tordu par la colère, criant « La ferme » à un nourrisson en pleurs. Une vague de confusion a traversé la salle. Un rire nerveux. Les gens pensaient que c'était une blague. Un bêtisier peut-être. Puis est venu l'audio. Le son de cette gifle. Il a résonné dans les haut-parleurs de la salle de bal comme un coup de feu. Clac. Je n'en peux plus. La salle est devenue silencieuse comme la mort. Sur l'écran, Kevin est entré dans le cadre. Kevin, est-ce qu'il est encore cassé? Kevin, donne-lui une double dose. J'ai vu Kevin se lever à la table d'honneur. Son visage s'était vidé de toute couleur. Il ressemblait à un cadavre en smoking. Éteins ça, a-t-il crié. Robert, éteins ça. C'est un faux. Deepfake. Mais la vidéo a continué. Melissa forçant la boue violette dans la gorge de Léo. Les bruits d'étouffement. La façon dont elle l'a jeté dans le berceau comme un sac poubelle. Des halètements ont éclaté dans le public. Une femme à la table 4 a crié. Puis la scène a changé. L'écran a montré des documents. Les chèques de règlement d'il y a 3 ans. L'email de mon père autorisant le paiement pour faire taire les victimes précédentes. Et enfin, l'enregistrement audio du sac à langer joué sur une photo de ma mère souriant à un événement caritatif. La voix de maman, elle a les papiers de la garde déjà rédigés. Léo doit apprendre qui est le patron. La vidéo s'est terminée par un écran noir et un texte blanc, justice pour LEO. Les lumières se sont rallumées. Pendant 3 secondes, il y a eu un silence absolu. Le genre de silence qui précède l'explosion d'une bombe. Puis le chaos. Espèce de monstre, a crié quelqu'un du fond. Ma mère était assise sur sa chaise, figée. Elle ressemblait à une statue qui s'était fissurée au milieu. Mon père se tenait la poitrine, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Kevin s'est jeté vers le podium. Je vais te tuer. Tu nous as ruinés. Il n'y est pas arrivé. J'avais appelé la police 1 heure avant le discours. Je leur avais dit qu'il y avait une menace imminente au country club. Je leur avais dit que j'avais des preuves d'un crime en cours. 4 officiers en uniforme et 2 détectives ont fait irruption par les doubles portes au moment exact où Kevin s'est jeté en avant. Police. À terre. Kevin s'est figé. Il a regardé les flics, puis moi, puis les sorties. Il était piégé. Melissa essayait de ramper sous la table. Une policière l'a traîné dehors par le bras. Melissa sanglotait, son mascara coulant sur son visage entraîné noir. Il m'a forcé à le faire. Kevin m'a forcé à le faire. Je ne voulais pas. La ferme, espèce de, a crié Kevin en réponse alors qu'un officier le plaquait contre le mur pour le menotter. C'est toi le psychopathe qui a drogué le gosse. Tu as acheté les pilules, a hurlé Melissa en retour. Tu m'as dit que ta maman avait dit que c'était bon. Les invités enregistraient tout sur leur téléphone. Ce n'était pas juste un scandale. C'était un spectacle. La dynastie Osborne implosait en temps réel, diffusée en direct sur Instagram et TikTok. Je me tenais sur le podium, les regardant se retourner les uns contre les autres. Les rats quittaient le navire en train de couler, se mordant les uns les autres alors qu'ils se noyaient. Ma mère s'est levée en tremblant. Elle s'est dirigée vers la police en essayant d'invoquer son autorité habituelle. Officier, c'est un malentendu. Mon fils Robert est mentalement instable. Cette vidéo est. C'est une fabrication. Le détective Miller, le même qui avait été à l'hôpital, s'est avancé. Il a regardé ma mère avec un pur dégoût. Madame Osborne, nous avons les fichiers bruts originaux. Nous avons le rapport toxicologique.
Et nous avons le témoignage du détective privé. Il a sorti une autre paire de menottes. Eleanor Hawthorne, vous êtes en état d'arrestation pour complot de mise en danger d'enfants et entrave à la justice. Le halètement de la foule fut plus fort qu'avant. La matriarche, la reine des abeilles, menottait à sa propre fête d'anniversaire. Ne me touchez pas, a-t-elle hurlé. Savez-vous qui je suis? Ouais, a dit Miller en serrant les menottes. Vous êtes une grand-mère qui a drogué son petit-fils. Ils les ont emmenés. Kevin pleurant et suppliant pour un avocat. Melissa semblant catatonique. Ma mère criant encore des menaces. Mon père était pris en charge par des ambulanciers, une attaque de panique suspectée, ou peut-être juste la réalisation que son empire était en poussière. Alors qu'il traînait Kevin devant le podium, il a croisé mon regard. Tu es mort pour moi, Robert, a-t-il craché. Tu n'as plus de famille. Je me suis penché vers le micro une dernière fois. J'ai mon fils, ai-je dit, ma voix résonnant à travers la fête ruinée. Et c'est la seule famille dont j'ai besoin. Je suis descendu de la scène. Les invités se sont écartés pour moi comme la mer Rouge. Certains avaient l'air terrifiés par moi. Certains avaient l'air admiratifs. Je m'en fichais. Je suis sorti vers le parking où la nounou attendait dans ma voiture avec Léo. Je suis monté à l'arrière et j'ai serré Léo dans mes bras. Il était chaud. Il était en sécurité. Il sentait le shampoing pour bébé et l'innocence. Ça s'est bien passé, a demandé la nounou, regardant les lumières clignotantes des voitures de police se refléter sur l'entrée du club. Ouais, ai-je dit en enfouissant mon visage dans le cou de Léo. Ça s'est passé exactement comme prévu. Vous pourriez penser que l'arrestation était la fin. Ce n'était pas le cas. C'était juste le début de la traque. La vidéo que j'ai diffusée au gala? Quelqu'un l'a divulguée sur YouTube dans l'heure. Le lendemain matin, elle avait 3 millions de vues. Les hashtags Melissa et Hawthorne étaient en tendance dans le monde entier. Internet ne pardonne pas, et il n'oublie certainement pas. Les retombées ont été nucléaires. La société immobilière de mon père, Hawthorne Holdings, a été bombardée. Des milliers d'avis une étoile sont apparus du jour au lendemain. Les locataires ont organisé des grèves de loyer. Les investisseurs se sont retirés. En une semaine, l'action a chuté si fort que les transactions ont été suspendues. Mon père, se remettant à l'hôpital de son événement de stress, a été forcé de démissionner par le conseil d'administration. Il a perdu l'entreprise qu'il avait mis 40 ans à bâtir en 48 heures. Mais la justice la plus douce est venue du système juridique. Parce que j'avais eu la prévoyance d'engager un requin comme avocat, et parce que les preuves étaient si accablantes, vidéo, audio, toxicologie et dossiers financiers, le procureur n'a pas proposé d'accord de plaidoyer. Il a visé la jugulaire. Le procès a été un cirque. La défense de Melissa était la capacité diminuée. Son avocat a essayé d'argumenter qu'elle était dépassée et manipulée par Kevin, mais ensuite nous avons diffusé la cassette où elle riait de faire taire le morveux. Le jury n'a pas cru à ses larmes. Kevin a essayé de blâmer Melissa entièrement. Il a prétendu qu'il ne savait pas qu'elle utilisait des drogues, qu'il pensait qu'elle utilisait des remèdes naturels. Mais l'audio de lui disant « donne-lui une double dose » a scellé son cercueil. Et ma mère. Ma mère a été la plus pathétique de tous. Elle a essayé de prétendre qu'elle avait été mal citée, mais le détective privé a trouvé des emails entre elle et l'avocat rédigeant les papiers de garde, mentionnant explicitement l'utilisation de mon instabilité causée par leur manipulation mentale pour prendre Léo. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 3 mois plus tard. Je me suis levé pour donner ma déclaration d'impact sur la victime. La salle d'audience était bondée. Mon fils est un tout petit maintenant, ai-je dit en regardant le juge. Il se réveille encore en hurlant la nuit. Il a peur du noir. Il tressaille quand les gens bougent trop vite. Ce sont des cicatrices qu'il portera parce que les gens qui étaient censés l'aimer ont décidé qu'il était un inconvénient. J'ai regardé la table de la défense. Melissa ne voulait pas me regarder. Kevin me fusillait du regard. Ma mère pleurait dans un mouchoir. Ils n'ont pas seulement drogué un nourrisson, ai-je continué. Ils ont essayé de me faire croire que j'étais fou. Ils ont essayé de me le voler. Ce ne sont pas ma famille. Ce sont des prédateurs. Le juge a été d'accord. Melissa a reçu 15 ans de prison pour multiples chefs d'accusation de mise en danger d'enfants et d'agression. Kevin a reçu 8 ans pour complot et complicité. Ma mère a reçu 5 ans,
avec 2 ans de sursis, pour complot et obstruction. À 60 ans, 3 ans de prison, c'est une vie entière. Mon père a évité la prison en témoignant pour l'État contre sa propre femme et son fils concernant les dissimulations financières. Mais il s'est retrouvé en faillite et seul, vivant dans un petit appartement, rejeté par la société. Après le verdict, je suis sorti du tribunal. La presse était là, les caméras crépitaient. Je ne me suis pas arrêté pour parler. J'ai juste mis mes lunettes de soleil et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Je les avais coupées comme une tumeur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de prison. Elle venait de Mélissa. Je ne l'ai pas ouverte. Je savais ce qu'elle dirait. Des supplications, des excuses, ou peut-être de la haine. Peu importait. Elle était un fantôme pour moi maintenant. J'ai brûlé la lettre dans l'évier et j'ai regardé les cendres partir dans les égouts. J'ai vendu ma maison à Seattle. Trop de mauvais souvenirs. Léo et moi avons déménagé à San Diego. J'ai acheté une maison près de la plage. J'ai lancé ma propre société de conseil, travaillant selon mes propres termes. Léo a presque 2 ans maintenant. Il adore l'océan. Il poursuit les mouettes, riant de ce rire profond qui vient du ventre et qui rend tout supportable. Il est en sécurité. Il est heureux. Et surtout, il est aimé par un père qui brûlerait et a brûlé le monde pour le protéger. Parfois, tard dans la nuit, je pense à ce mardi pluvieux. Je pense à ce qui se serait passé si je n'avais pas vérifié le biberon. Si je n'avais pas goûté cette poudre amère. Léo serait mort, et ils auraient pleuré de fausses larmes à ses funérailles, appelant cela la mort subite du nourrisson ou un accident tragique, tout en étant secrètement soulagé que le bruit ait disparu. Cela me glace jusqu'aux os. Mais ensuite, je regarde le babyphone. Je vois mon fils dormir paisiblement, naturellement, dans son berceau, et je sais que j'ai gagné. Il m'appelait le mouton noir. Il m'appelait le raté. Mais à la fin, j'étais le seul vrai père parmi eux. Je vous ai dit les verdicts, 15 ans pour Mélissa, 8 pour Kevin, 5 pour ma mère. Mais ce que je ne vous ai pas dit, ce que je n'ai pas pu me résoudre à dire jusqu'à maintenant, c'était la guerre que nous avons menée pour obtenir ces chiffres. Les gros titres donnent l'impression que c'était une victoire facile. Mais la réalité à l'intérieur de cette salle d'audience était un combat de rue sale et vicieux qui a failli me coûter ma santé mentale. Les mois précédant la condamnation ont été un cauchemar de manœuvres juridiques. Vous devez comprendre, ma famille avait de l'argent. Même avec leurs avoirs gelés, ils avaient des provisions pour les meilleurs avocats de la défense de l'État, des requins en costume 3 pièces spécialisés dans la création de doutes raisonnables là où il n'y en a pas. Leur stratégie était répugnante. Ils ne pouvaient pas nier l'existence de la vidéo, alors ils ont attaqué la source, moi. Ils ont essayé de me dépeindre comme un veuf éploré et déséquilibré. Ils ont fait déposer mon thérapeute. Ils ont fouillé dans mes dossiers médicaux des mois après la mort de ma femme, essayant de trouver des preuves de dépression ou de psychose. Ils voulaient tisser un récit selon lequel j'avais mis en scène la situation, que j'avais coaché Mélissa, ou que je souffrais du syndrome de Munchausen par procuration et que j'avais drogué Léo moi-même pour les piéger. Je me souviens d'être assis dans une salle de déposition, fixant l'avocat de Kevin de l'autre côté d'une table en acajou. C'était un homme lisse avec un sourire qui ressemblait à une cicatrice dentelée. « Monsieur Hawthorne » a-t-il dit en tapotant un stylo sur son bloc-notes. « Est-il vrai que vous n'avez fréquenté personne depuis le décès de votre femme ?»« En quoi est-ce pertinent ?» ai-je demandé, la mâchoire serrée. « Cela témoigne de votre état d'esprit, de votre isolement, de votre obsession pour votre fils. N'est-il pas vrai que vous avez dit à votre frère que vous vous sentiez dépassé 2 semaines avant l'incident ? J'étais un père célibataire travaillant à temps plein, ai-je craqué. Tout le monde est dépassé. Cela ne veut pas dire que j'ai halluciné mon frère ordonnant un contrat sur mon fils. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils s'en sont pris à la nounou que j'avais engagée. Ils s'en sont pris au détective privé, Vance, prétendant qu'il avait altéré les images. C'était de la manipulation mentale à l'échelle industrielle. Pendant des semaines, j'ai marché en ayant l'impression d'être celui qui était en procès. J'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin, en sueur, vérifiant les serrures, vérifiant la respiration de Léo. Le doute s'installe. Ai-je raté quelque chose ? Vont-ils s'en sortir ? Mais le vent a tourné grâce à une chose qu'ils n'avaient pas prise en compte. Je n'étais pas la seule victime. Vance, mon détective privé, avait continué à creuser.
Il a trouvé les parents du centre Tinito à Portland, ceux que mon père avait payés. Ils étaient terrifiés à l'idée de parler à cause des accords de non-divulgation qu'ils avaient signés. Mais mon avocat a trouvé une faille. Un accord de non-divulgation couvre les litiges civils. Il ne peut pas être utilisé pour dissimuler un crime. Nous les avons assignés à comparaître. Le jour où Sarah, la mère de Portland, a pris la barre, l'air dans la salle d'audience a changé. Sarah était une femme calme, une bibliothécaire. Elle tremblait en jurant sur la Bible. Quand le procureur lui a demandé ce qui était arrivé à sa fille il y a 3 ans, elle s'est effondrée. Elle ne se réveillait pas, a sangloté Sarah, pointant un doigt tremblant vers Melissa. Je pensais qu'elle était dans le coma. Le médecin a dit qu'elle avait assez de tranquillisants dans son système pour assommer un cheval. Et cette femme? Elle est juste restée là et m'a dit que j'étais une mauvaise mère pour ne pas l'avoir entraînée au sommeil. Melissa, assise à la table de la défense, n'a pas regardé Sarah. Elle fixait la table, grattant ses ongles, ennuyée. Ce manque d'empathie était plus accablant que n'importe quel aveu. Puis sont venus les enregistrements audio des autres parents de Little Angels. Après l'éclatement du scandale, 3 autres familles se sont manifestées. Ils avaient tous remarqué que leurs enfants étaient des zombies après la crèche. Nous avons réalisé que Melissa ne visait pas seulement Léo parce qu'il était de la famille. Elle dosait tout enfant qui dérangeait son temps de défilement sur son téléphone. C'était une chaîne de production d'abus. Mais le dernier clou du cercueil, le moment qui a vraiment détruit le mythe de la famille Hawthorne, a été mon père. Mon père, John Hawthorne, l'homme qui avait bâti l'Empire, l'homme qui prêchait la loyauté. Quand il a réalisé que le navire coulait, il n'a pas attrapé un seau. Il a attrapé un radeau de sauvetage et a jeté sa femme et son fils hors du bateau. Pour éviter la prison pour lui-même, il a passé un accord. Il a accepté de témoigner sur l'argent de la dissimulation. Regarder mon père marcher vers la barre des témoins fut une expérience surréaliste. Il semblait plus vieux, plus petit. Il évitait de regarder ma mère, qui le fixait avec un mélange de choc et de haine pure. Monsieur Hawthorne, a demandé le procureur. Avez-vous autorisé un paiement de $50 000 au centre Tinito il y a 3 ans? Je l'ai fait, a dit mon père, sa voix rauque. Et quel était le but de ce paiement? Pour régler une réclamation en responsabilité concernant une conduite inappropriée de Melissa. Donc, vous saviez qu'elle était dangereuse, et pourtant vous avez permis à votre femme de l'installer dans la crèche que fréquentait votre petit-fils. Mon père a hésité. Il a regardé le jury, puis moi. Je l'ai regardé en retour, le visage de Pierre. Ma femme Eleanor. Elle a insisté, a dit mon père, la jetant au loup. Elle a dit que Kevin avait besoin de stabilité. Elle a dit que Melissa avait juste fait une erreur. J'ai juste signé les chèques. Je ne voulais pas m'impliquer dans le côté domestique des choses. Vous ne vouliez pas vous impliquer, a répété le procureur, incrédule. Monsieur, vous avez financé une entreprise criminelle qui visait des nourrissons. Je protégeais le nom de la famille, a crié mon père, frappant sa main sur la barre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le nom. Et regardez où cela vous a mené, a dit le procureur calmement. Cet éclat a mis fin à tout. Le jury les a vus pour ce qu'ils étaient, un nid de vipères. Kevin a regardé son père avec dégoût. Ma mère a regardé le sol. Le front uni s'était brisé en 1000 morceaux dentelés. Le jour où les verdicts ont été lus, j'ai senti un poids physique se lever de ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. On ne peut pas être heureux quand on réalise que toute sa famille est composée de sociopathes. C'était du soulagement. C'était la sécurité. Mais il y avait une dernière confrontation que je devais endurer. Après la condamnation, alors que les huissiers se préparaient à les emmener, mon père a été libéré. Il était libre légalement, bien que sa réputation soit incinérée. Il m'a trouvé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. La presse venait de se disperser. Il se tenait là, tenant son chapeau, ressemblant à un homme attendant un bus qui ne viendrait jamais. Robert, a-t-il dit. Je me suis arrêté. J'ai serré Léo fort contre ma poitrine. John, ai-je dit. Impossible de l'appeler papa. J'ai sauvé le fonds fiduciaire, a-t-il dit, la voix tremblante. L'avocat a dit que je pouvais protéger une partie des actifs. Je peux te le transférer pour le garçon. Il essayait de m'acheter. Même maintenant, après tout,
il pensait que l'argent était le seul langage qui comptait. Il pensait qu'un chèque pouvait réparer le fait qu'il avait laissé un monstre droguer mon fils. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit. C'est des millions, Robert, a-t-il supplié, s'approchant. Ne sois pas stupide. Tu as un gosse à élever. Tu ne peux pas le faire avec un salaire d'ingénieur. Tu as besoin de l'argent aux sornes. L'argent aux sornes est du poison, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Il a payé pour le silence de Mélissa. Il a payé pour les avocats qui ont essayé de me faire passer pour fou. C'est de l'argent du sang. Je suis ton père, a-t-il claqué, la vieille arrogance brillant une seconde. Je t'ai fait. Non, ai-je dit calmement. Tu as fait Kevin. Tu as fait une copie conforme de toi-même, faible, égoïste et cruel. Je me suis fait tout seul. Je me suis tourné pour partir. Robert. A-t-il appelé, sa voix se brisant. Si tu pars, tu n'as personne. Tu seras seul. Je me suis arrêté et j'ai baissé les yeux sur Léo. Il jouait avec le bouton de ma veste, la même veste dans laquelle j'avais cousu la caméra. Il a levé les yeux vers moi et a gloussé. Je ne suis pas seul, ai-je dit par-dessus mon épaule. Et toi non plus. Tu as tes fantômes. Je suis sorti du tribunal et je suis entré dans la lumière du soleil. J'ai bloqué son numéro avant même d'atteindre la voiture. Je ne lui ai plus jamais parlé. San Diego est différente de Seattle. La lumière est différente. Elle est dorée, constante, impitoyable d'une manière qui vous force à être éveillé, à être vivant. Il n'y a pas de pluie grise derrière laquelle se cacher. Nous avons déménagé ici 2 mois après le procès. J'ai acheté un petit bungalow à la Jolla, pas loin de l'océan. Plus petit que mon logement à Seattle, mais il semble plus grand parce qu'il n'est pas rempli d'ombre. La première année a été difficile. Je ne vais pas vous mentir et dire que la justice a magiquement réparé le traumatisme. Le traumatisme ne fonctionne pas comme ça. C'est une chose physique stockée dans le corps. Pendant des mois, je ne pouvais pas dormir. Je me réveillais à 2 heures du matin, convaincu d'entendre la voix de Mélissa ou le bruit d'une boîte de pilules qui cliquetait. J'ai installé un système de sécurité qui rivalise avec Fort Knox. Caméra dans chaque pièce, détecteur de mouvement, serrure renforcée. Je savais qu'ils étaient en prison, mais la peur est irrationnelle. Et Léo. Léo avait ses propres batailles. Même s'il était trop jeune pour se souvenir consciemment des événements, son corps se souvenait. Il avait des terreurs nocturnes. Il se réveillait en hurlant, arquant son dos, repoussant des mains invisibles. Il avait une aversion sévère pour les biberons. Pendant longtemps, j'ai dû le nourrir au lait à la cuillère parce que la vue d'une tétine lui donnait des hauts le cœur. Nous sommes allés en thérapie, tous les deux. J'ai trouvé une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes préverbaux. Elle m'a appris à masser son dos pour calmer son système nerveux. Elle m'a appris que sa guérison serait un marathon, pas un sprint. Vous êtes son refuge, Robert, m'a-t-elle dit. Il a besoin de savoir que quand il tombe, vous le rattrapez à chaque fois. Alors, je l'ai rattrapé. J'ai quitté mon emploi sous haute pression dans la firme technologique. J'ai commencé à faire du conseil depuis chez moi, prenant juste assez de projets pour payer les factures. J'ai échangé la Porsche contre un SUV Volvo, quelque chose de sûr, d'ennuyeux et de fiable. Mes journées sont devenues un rythme de guérison. Promenade sur la plage le matin, thérapie le mardi, parc le jeudi. Lentement, la couleur est revenue dans nos vies. Le véritable tournant s'est produit environ 8 mois après le déménagement. C'était un samedi. Nous étions à la plage. Léo était assis dans le sable, fasciné par un morceau de bois flotté. Une femme est passée en promenant un Golden Retriever. Le chien a bondi vers Léo. Mon instinct a été de paniquer, de l'arracher, de crier, mais je me suis forcé à me figer. Regarde. Attends. Le chien a léché le visage de Léo. Léo n'a pas pleuré. Il n'a pas tressailli. Il a jeté sa tête en arrière et a laissé échapper un rire fort, qui a secoué son ventre. Il a attrapé la fourrure du chien et a couiné. Toutou. C'était la première fois qu'il interagissait avec un étranger même à 4 pattes sans peur. La femme m'a souri. Il est intrépide, a-t-elle dit. Les larmes ont piqué mes yeux derrière mes lunettes de soleil. Ouais, ai-je réussi à dire. Il l'est maintenant. Ce soir-là, j'ai mis Léo au lit. Il a bu son lait dans une tasse à bec.
Pas de lutte, pas de peur. Je lui ai lu Bonsoir Lune. Alors que je me tournais pour partir, il s'est levé dans son berceau. Papa, a-t-il dit clairement. Je me suis retourné. Ouais, mon grand. Papa, a-t-il dit. J'ai craqué. Je me suis assis sur le sol de sa chambre et j'ai pleuré. Pas des larmes de chagrin, mais des larmes de pure gratitude non diluées. Mon fils était de retour. Les drogues, la peur, la trahison, ça ne l'avait pas brisé. Il était encore entier. Et parce qu'il était entier, je pouvais enfin être entier, moi aussi. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification de mon avocat à Seattle. Mon père était mort. Crise cardiaque massive dans son appartement. Il était mort depuis 2 jours avant que le propriétaire ne le trouve. Il n'y a pas eu de funérailles. Personne pour les organiser. Ma mère était dans une cellule. Kevin était dans une cellule. Et j'étais à 3000 km de là. L'avocat m'a dit que malgré mon refus, mon père n'avait jamais changé son testament. Le fonds avec lequel il avait essayé de me corrompre, il était à moi. 5 millions de dollars d'actifs liquides restant après les procès. J'ai fixé le chèque sur mon bureau pendant 3 jours. C'était l'argent du sang. Je ne pouvais pas le dépenser pour l'épicerie. Je ne pouvais pas l'utiliser pour acheter une voiture. Il semblait maudit. Mais ensuite j'ai pensé à Sarah, la mère de Portland dont la fille avait été droguée. J'ai pensé aux autres familles qui n'avaient pas les ressources que j'avais pour se défendre. J'ai créé une fondation, le projet Léo. J'ai utilisé chaque centime de la fortune Osborne pour financer l'aide juridique aux familles luttant contre les abus en crèche. Nous payons des détectives privés. Nous payons les dépistages toxicologiques que l'assurance ne couvre pas, et nous fournissons des subventions de thérapie pour les victimes. J'ai pris l'argent qui servait à faire taire les victimes et je l'ai transformé en mégaphone pour elles. C'était l'acte final de vengeance et le premier acte de véritable héritage. Mon père voulait que le nom Osborne signifie pouvoir. Maintenant, il signifie protection, mais pas de la manière qu'il avait prévu. Hier, j'ai emmené Léo sur les falaises surplombant le Pacifique. Il court maintenant, vite et stable. Papou, regarde, a-t-il crié, pointant un pélican plongeant dans l'eau. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré contre moi. L'odeur de l'océan se mélangeait à l'odeur de sa crème solaire. J'ai réalisé alors que je ne déteste plus ma famille. La haine demande de l'énergie. Elle demande une connexion. Je ne ressens rien pour eux. Ce sont juste des personnages dans une mauvaise histoire que j'ai lue autrefois. Ma vraie histoire est ici. Elle est dans le sable dans mes chaussures. Elle est dans la main collante qui tient la mienne. Elle est dans le sommeil calme et sans drogue de mon fils. Je l'ai sauvé, mais en vérité, il m'a sauvé. Il m'a forcé à arrêter d'être un fils, à arrêter d'être un frère, et à devenir enfin un homme. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un crime. C'est celle de l'instinct qui vit en chacun de nous. On nous apprend à être poli. On nous apprend à faire confiance aux professionnels, à faire confiance à la famille, à ne pas faire de scène. La société nous dit que si nous sommes méfiants, nous sommes paranoïaques. Si nous parlons, nous sommes difficiles. Ignorez la société. Si quelque chose vous semble louche, si le bébé dort trop, si l'échymose paraît étrange, si l'enseignant évite le contact visuel, écoutez cette voix. Cette voix est primale. Elle est là pour une raison. Il vaut mieux être le parent fou qui a eu tort, que le parent silencieux qui a eu raison trop tard. Et plus important encore, cette histoire est un rappel que la biologie n'est pas une destinée. Les gens toxiques utiliseront le sang comme une laisse pour vous contrôler. Ils diront mais c'est ta mère ou c'est ton frère pour excuser les abus. Coupez la laisse. La famille ne concerne pas ceux dont vous partagez l'ADN. Elle concerne ceux qui saigneraient pour vous garder en sécurité. Je veux vous entendre. Quel est le pressentiment que vous avez eu à propos de votre enfant ou d'un être cher qui s'est avéré juste? Partagez votre histoire dans les commentaires. Créons une communauté ici qui valide ses instincts. Ou si cette histoire a résonné en vous et que vous soutenez le combat pour protéger nos enfants à tout prix, commentez simplement le mot bien ci-dessous. Cela me dit que nous sommes sur la même longueur d'onde et que ce message compte. Restez en sécurité.